Le sujet du jour, ça va être sur comment développer le lien et l'intérêt des prospects alors qu'ils semblent ou qu'ils sont devenus, c'est une question de croyance, injoignables, intouchables, qui ne réagissent plus. Alors vous observerez entre-temps que c'est le même visage, à peu près. Je n'ai pas changé, c'était il y a quelques mois. Donc bienvenue à tous. Donc je vais faire une séance coaching live à 150. Et puis je vais vous apporter un maximum d'idées, de points de vue, pour que vous puissiez, qu'on puisse tous progresser. Donc n'hésitez pas à lister la question qui vous taraude, la question un mot des années 90, je pense. Donc voilà, la question que vous avez autour du sujet de comment développer le lien et l'intérêt des prospects alors qu'ils sont devenus ou qu'ils semblent injoignables et intouchables. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas déposé de questions lors de leur inscription, je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez tout à fait lister les questions pour que vous puissiez, que je puisse prendre en compte toutes vos demandes. Donc j'aurais tendance à dire, si vous voulez poser une question, comme vous pouvez l'écrire en écrivant finalement quelle est votre difficulté principale, quel est votre obstacle, quelle est votre difficulté principale dans la prospection en ce moment. Et du coup, comment est-ce que je peux vous aider? Voilà. On dit souvent et on commence souvent en session de coaching commercial par quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on bosse aujourd'hui? Donc j'ai envie de vous dire, voilà, Christophe, Alexandre, Fabien, Audrey, Coraline et tous ici présents, quelle est votre demande? Sur quoi vous souhaitez qu'on bosse? Donc évidemment, on va pas sortir du sujet, on va rester sur la prospection, mais si vous pouviez être un peu plus spécifique. Concrètement, sur quoi je peux vous aider? Quelle est votre difficulté principale? D'accord? Ça serait super. Comme ça, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais pouvoir traiter un maximum de questions. On a 1 heure pour ça. Ça va être dense. On a plein de choses à faire. J'ai plein d'infos à vous transmettre pour que vraiment il y ait un avant et un après dans votre approche de prospection. Donc, n'hésitez pas à compléter tout de suite sur, concrètement, quelle est votre difficulté, sur quoi vous voulez bosser, sur quoi vous sentez que c'est difficile dans votre prospection. Voilà, je vois Stanislas s'est lancé. Comment ne pas être lourd, trop insistant? Comment trouver la brèche dans ce que l'on aborde avec le client? Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à lister vos questions. Et puis, je vais aborder 5 ou 6 questions, j'ai listé, dans lesquelles je vais déjà vous donner des éléments, puisque je vais traiter en premier les questions qui ont été posées lors du questionnaire, lors de l'inscription. Et puis par la suite, je vais aborder toutes les questions. Quand vous listez vos questions, mettez-les en public. Je vois Alex, vous l'avez mis en private, donc je suis le seul à l'avoir. Comment dépasser le standard qui est occupé par la femme du DG et qui ne veut plus avoir de fournisseur? Intéressant. On va pas demander plus d'informations, mais que penser de la téléprospection? Est-ce que la téléprospection via centre d'appel est toujours pertinente? Comment est-ce qu'on peut connaître la disponibilité d'esprit des prospects dans la morosité actuelle? Comment trouver de nouveaux prospects? Comment rentrer en contact avec une entreprise quand ses représentants ne répondent pas à une demande de connexion sur LinkedIn? Comment passer le barrage du standard? Ok Damien. Comment passer l'accueil? Ça marche. Alors, je vous laisse continuer à réfléchir à des questions et à les lister. Je ne vais pas toutes les lire. Le but, c'est quand même que maintenant, je me mette en marche pour faire un maximum d'apports dans cette heure questions-réponses. Donc, je vois le fil de chat, mais je vais rester pour l'instant sur le support. Et on va commencer par une petite mise en jambe. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, vous avez constaté qu'il est devenu difficile de réussir à joindre le prospect, à joindre les contacts cibles. Oui, en fait, tout simplement, il y a une étude qui a été faite, qui compare 2007, puis les années, et aujourd'hui, l'étude a été faite 10 ans plus tard. Il y a effectivement 3,7 tentatives pour joindre quelqu'un au téléphone en 2007. Aujourd'hui, il en faut 8 pour réussir à avoir la personne au téléphone. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène de maturité des interlocuteurs, donc qui sont habitués et qui savent qu'il ne faut pas répondre. Il y a aussi le phénomène tout simplement des téléphones portables, qui fait que c'est devenu plus difficile. Et il y a vraiment un sujet de connexion multicanal qui fait que quand on essaye de joindre un prospect et une tentative d'appel à froid, il va être beaucoup plus difficile de l'avoir au téléphone. Et puis, il faut peut-être associer l'un et l'autre.
en même temps, quand on demande aux acheteurs comment ils ressentent la relation commerciale aujourd'hui, 80% considèrent que les commerciaux ne comprennent pas leur business. C'est-à-dire que les commerciaux qui essayent de rentrer en contact avec eux ne comprennent pas le business qu'ils ont, le business qu'eux, en tant qu'acheteurs, vivent. Donc, en réalité, c'est une réalité aujourd'hui, c'est que les méthodes et les approches que nous avons ne correspondent pas à ce que veulent vivre les clients. Mettez-vous chacun dans la peau de ce que vous vivez un samedi matin lorsqu'on essaye de vous appeler pour vous proposer un rendez-vous ou pour vous proposer, je sais pas, une box ou une optimisation fiscale ou bref, what else. Vous le vivez personnellement, vous voyez bien la façon dont vous réagissez. Eh bien, les clients, avec les approches que vous utilisez peut-être aujourd'hui, ont la même réaction. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on va faire bouger les choses pour réussir à faire son développement, malgré des clients qui aujourd'hui ne le souhaitent pas vraiment, d'accord ? Et ce n'est pas amélioré, ils le souhaitent de moins en moins. Donc il va falloir qu'on trouve des techniques et des biais pour réussir à aller dans la brèche qui va générer un intérêt du côté de l'acheteur. Alors, petite mise en jambe. Dans la période actuelle, si vous étiez à la place de votre prospect, est-ce que vous seriez intéressé, est-ce que vous seriez vraiment intéressé et prêt à acheter le produit ou service que vous proposez aujourd'hui? Donc, vous mettez à la place de votre client, vous imaginez que vous êtes en train d'appeler ce client, donc mettez-vous dans les chaussures du client. Est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que vous seriez prêt à acheter ce produit ou ce service? Donc, vous allez répondre à cette question, 0. Ah non, clairement, si quelqu'un de mon entreprise m'appelait et que j'étais un client potentiel, clairement, je ne serais pas intéressé. Et 10, ben oui, sans aucun doute, oui, carrément, je serais carrément intéressé. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Aujourd'hui, mettez-vous à la place de votre prospect. Est-ce que vous seriez intéressé, voire prêt à acheter votre produit ou service? Est-ce que vous pouvez me répondre sur l'échelle de 0 à 10? Je devrais normalement avoir 200 réponses qui vont s'afficher. Donc, allez-y. On va tous les lire après. 8, 8, 8, 8, 12, 8, 0. OK. Intéressant. Quoi d'autre? 6, 10, 8, 10, 7, 7, 6, 6. Encore. 8, 8, 8. Allez, on y va. 7, 8. Fabien, 8. Sylvie, 7. OK, intéressant. 7. 10, 6. OK. Encore un petit peu. Edith, 7. Tout le monde a répondu? Ça dépend si c'est relié à un intérêt évident pour mon entreprise. Est-ce que c'est le cas ou pas, Christelle? Voilà, si vous mettez-vous dans la peau d'une personne contactée et donc prospectée, et est-ce qu'aujourd'hui une personne prospectée serait intéressée ou prêt à acheter votre produit ou service? OK, 9, 5. OK. Bon, intéressant. À part pour ceux qui vendent des masques et qui vendent des produits qui sont à forte attractivité en ce moment, on va quand même considérer qu'on est rentré dans une période où la demande naturelle s'est plutôt asséchée. Et donc, où on est obligé de se remettre en posture un peu plus guerrière, un peu plus de chasse que, je dirais, en mars, début mars, jusqu'à début mars 2020. Si vous vous souvenez, c'était il y a à peu près un an. Ça, c'est un état de fait que j'observe et qu'on observe chez la plupart de nos clients. Donc, évidemment, il y a un petit piège dans ma question. J'ai vu une personne qui a répondu le bon chiffre. Si vous voulez vous mettre en démarche de prospection, à votre avis, à combien doit être votre note? À 0, à 1, à 2, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10? Mais non. Votre état d'esprit, lorsque vous vous mettez en démarche de prospection, ça doit être à 12 sur 10. Bravo Alexandre. Vous devez être à 12 sur 10. Pourquoi? On ne peut pas être en démarche de prospection si soi-même, on n'est pas archi convaincu par son propre produit ou son propre service. Et donc, je vais vous le dire de manière très provocante, si vous n'avez pas mis 12 sur 10, c'est même pas la peine de prendre un téléphone. Vous n'êtes même pas convaincu par votre propre solution. D'accord? Donc, évidemment, je vous provoque. Le but, c'est vraiment de vous dire dans quel état d'esprit vous vous positionnez, vous vous mettez, vous vous préparez lorsque vous allez être en démarche de prospection.
Alors maintenant, pour ceux qui ont mis des notes inférieures à 10, c'est-à-dire à peu près tout le monde, comment est-ce qu'on fait? Vous allez chercher les success stories que vous avez eues, que vos clients ont eues grâce à vos produits et à vos services. Quelles sont les belles histoires mais véritables, véridiques? Quels sont les succès passés et dans lesquels les personnes, si vous les rappelez aujourd'hui, elles vous diront « vous avez bien fait d'insister ». Vous aviez bien fait d'insister. D'accord? Si vous êtes dans cet état d'esprit positif, tourné vers le fait que tous les clients peuvent être intéressés sur le fait d'être prêt à acheter ce produit ou ce service, alors vous allez les changer et vous allez déjà avoir une dynamique bien différente. Donc ne raccrochez pas, restez avec moi, Alex, vous restez, mais simplement, dites-vous bien, si vous avez écrit un niveau très bas sur le niveau de votre produit et de votre service, pensez, remettez-vous en tête les succès passés et qui seront aussi de la même nature pour le futur. Il n'y a pas de raison que cela ne se reproduise pas, d'accord? Alors vous pouvez me dire oui, mais le marché, oui, mais la demande. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est commerciaux. Je veux dire, vendre sur un marché qui est en demande, c'est-à-dire fournir un service qui est demandé, c'est facile. Là où ça devient intéressant, c'est quand effectivement il y a un challenge, parce qu'il va falloir aller stimuler de l'intérêt, il va aller falloir provoquer une réaction. Et clairement, là, on va retrouver l'âme du commercial dans le sens de la capacité à aller provoquer une réaction, un intérêt, quelque chose qui va réveiller la personne en face. D'accord? Donc, la prochaine fois qu'on vous pose cette question, répondez 12 sur 10. D'accord? C'est-à-dire, je suis prêt et je considère, quand je me mets à la place de mon client, je suis absolument certain, mais vraiment, j'en ai une certitude absolue, qu'il est intéressé. Il ne le sait pas encore. Je vais échanger avec lui. Il va certainement prendre conscience. Et il va prendre conscience que effectivement, mon produit ou mon service correspond vraiment à quelque chose qui lui amènerait une amélioration, qui lui résoudrait un problème, qui lui permettrait d'avoir un bénéfice. D'accord? Donc, on ne peut pas se mettre en démarche de prospection si on n'a pas un état d'esprit qui est plutôt vers le 10 ou vers le 12. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Ça fait déjà la moitié du job quand on a travaillé sur l'état d'esprit. Ok? Donc, notez-vous bien ça, et la technique est simple. Vous notez le nom des clients avec qui ça s'est bien passé, et vous vous remémorez ces clients au moment où vous allez être en démarche d'appel. Parce que vous avez certitude que ceux que vous allez appeler, ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils ne le savent pas. D'accord? Sinon, ils vous auraient appelé, alors que là, c'est vous qui les appelez, ou c'est vous qui rentrez en contact avec eux. Ils ont certainement des préoccupations et des priorités dans leur tête qui sont pour l'instant autres, mais un jour, ils vous remercieront d'avoir été actif auprès d'eux. Ok? C'est hyper important d'avoir cet état d'esprit. Sinon, on va pas avoir le courage. On va pas avoir le courage de faire tous ces efforts pour contacter des personnes qui, comme elles ne le savent pas, vont avoir une première réaction qui n'est pas forcément une réaction sympathique. D'accord? Donc, vraiment très important d'être sur cet élément-là. Donc, je vois Com qui répond à Stanislas, comment faire quand on ne peut pas citer ses clients? Alors, je vous dis pas de citer vos clients auprès du prospect, je vous dis de vous imaginer, soit vous avez déjà des références et des clients, et vous pouvez les imaginer et les visualiser comme étant des clients satisfaits, et quand vous allez rentrer en démarche de prospection, vous allez pouvoir être dans un état d'esprit positif, et après, dans votre script et vos techniques d'appel, vous allez utiliser des éléments de réassurance, certes, ça c'est très important, mais ces éléments de réassurance, c'est pas forcément de citer des sociétés. Ça peut être le fait qu'il y a eu un article dans un magazine, ou qu'il y a eu un passage sur BFM, ou qu'il y a eu des posts et des témoignages de clients, d'accord? Donc vous n'êtes pas forcément obligé de citer des clients, surtout si vous êtes dans des domaines confidentiels dans lesquels on ne peut pas citer les clients. Et à ce moment-là, on va dire un nombre de clients, par exemple. En tout cas, vous allez choisir effectivement dans votre prise de rendez-vous, au moment de la prise de rendez-vous, un élément de réassurance, mais qui n'est pas forcément des noms de clients. Typiquement, question, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de coaching dans des sociétés et des structures de type PME dans lesquelles les noms des clients, c'est pas forcément Louis Vuitton et Airbus, c'est des noms de sociétés qui sont pas forcément connus du grand public, donc on va plutôt citer un nombre de clients, donc voilà, plus de 300, plus de 500 clients actifs et abonnés au service Questio, et
on va mettre en avant, je dirais, un mouvement. Donc, on n'est pas forcément que sur le fait de citer des clients lorsqu'on va accrocher. Ok. Alors, je vais, maintenant qu'on a fait cette petite mise en jambe et une première réponse à une question de Stanislas, je vais répondre à alors j'ai pris les 6 questions que j'ai trouvées en premier sur les réponses de l'inscription. Et la première question qui était posée, c'était: faut-il prospecter par le digital? Alors, comme vous le voyez, j'ai mis un livre. Déjà, je vais vous commenter la couverture et puis je vais vous donner quelques éléments. Alors, faut-il prospecter par le digital? J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire oui et non. Oui, il y a des techniques qui permettent par emailing et par LinkedIn d'obtenir une réaction de prospects et d'avoir une validation d'un intérêt de leur part de leur parler. Oui, ça fonctionne. Quand on bâtit une bonne séquence emailing avec un mail 1 sur une problématique, un mail 2 pour renforcer le point de vue et un mail 3 pour savoir pourquoi il n'a pas répondu alors que ça correspond vraiment à son enjeu, c'est des techniques qui fonctionnent. La seule chose, c'est que ça commence à être vu et revu, d'accord? Et que, en gros, ce qui est derrière le sujet combo prospecting, c'est de considérer de ne surtout pas faire que ça. C'est-à-dire faire que du digital ou faire que de l'appel à froid, mais de faire les deux. Donc, le combo prospecting, comme vous voyez l'image, c'est un gant de boxe. C'est de considérer, on fait du digital, on fait de l'appel. Pas d'appel sans digital, donc sans envoi d'un email ou sans connexion LinkedIn. Pas de connexion LinkedIn ou d'envoi d'un email s'il n'y a pas eu d'appel. C'est les deux. Ok ? Je l'ai vécu à titre personnel en tant que président de la société et vous le vivez peut-être quand on vous envoie des séquences email si ça vous arrive. Aujourd'hui, franchement, moi je reçois un email et puis je vois un deuxième email du même commercial. Je me dis, bon, il m'appelle pas. Même si je suis intéressé, il m'appelle pas. Bon, alors que son mail m'a intéressé, mais s'il croit que je vais faire l'effort de lui dire, ah oui, super, merci pour votre mail. Oui, je suis intéressé. Il faut vraiment, là, on va aller chercher une frange de population très courte, c'est-à-dire ceux qui sont déjà avec un intérêt éveillé. Alors qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément éveillés par un intérêt et donc il faut aller les chercher et par le mail et par l'appel. Donc la réponse à faut-il prospecter par le digital? Oui, mais pas seulement. C'est les deux. Et le digital, donc emailing et réseaux sociaux, si votre audience peut être sur les réseaux sociaux, et appel. J'ai systématiquement un appel, d'accord? Et quand je dis appel, alors on va venir dessus sur le sujet de l'appel, idéalement un appel sur le point de contact où la personne peut voir que vous l'avez appelé. Okay, donc ça, on va y venir. Donc la réponse là-dessus, c'est les deux. Alors, comment faire si on n'a pas le numéro de téléphone? Ah, je me demandais quand est-ce qu'elle est arrivée cette question. On va y venir, Séverine. Je ne vais pas répondre tout de suite parce que je vais aborder le point juste dans quelques slides, mais on va y venir. Alors, deuxième question. Et encore une fois, c'est pour vous lancer. Après, je traiterai aussi les questions que vous allez ajouter au fil. Hein. Comment intéresser un prospect n'ayant pas besoin de plus de fournisseurs qu'il a déjà? Donc, en gros, vous prospectez et on vous répond non, mais écoutez, c'est bon, les fournisseurs de papeterie, on en a, ils sont référencés, on n'est pas intéressé. Alors, la première chose, c'est que c'est là que ça commence. C'est là que c'est intéressant. C'est pas là que ça s'arrête. C'est là que commence votre job. Super nouvelle. D'accord? En quoi vous appréciez vos fournisseurs actuels? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? OK? Et là, vous pouvez, à partir du moment où on vous répond quelque chose, à partir du moment où vous avez un contact avec quelqu'un qui vous répond quelque chose, commence le jeu. Le jeu, c'est vraiment de traiter, effectivement, en méthode crack, l'objection et de creuser et d'aller chercher par les éléments d'argumentation des éléments qui pourraient accrocher. Donc, le sujet, c'est plus de pour moins de. Donc, concrètement, ils ont des fournisseurs. Ils sont satisfaits de leurs fournisseurs, d'accord? Donc là-dessus, ça va être par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous fournir de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi, si vous deviez, donc là, on va être sur des questions ouvertes et des questions conditionnelles, si vous aviez 2 points sur lesquels il pourrait y avoir une amélioration par rapport aux fournisseurs actuels, quels seraient-ils? Qu'est-ce qu'on pourrait vous fournir de plus? D'accord? Si vous aviez des choses en moins, s'il y a des choses qui vous pèsent et qui vous amènent
a peut-être une difficulté ou des points d'amélioration et qui sont intéressants pour nous à moyen terme. Hein, j'ai bien compris, vous n'avez pas besoin de fournisseur aujourd'hui, mais simplement, voilà, à moyen terme, si vous pouviez juste me répondre. Alors, vous savez quoi? Ils vont me répondre moins cher. Bah, super, ok, très bien, moins cher, je le note. Donc, du coup, moins cher par rapport à quoi? Et à partir du moment où ils vont vous répondre à des questions sur plus de quoi pour moins de quoi ou moins de quoi pour plus de quoi, d'accord? Toujours avec cette mécanique plus de, moins de en questionnement, vous allez avoir des points d'accroche par rapport au fournisseur actuel. Il y a toujours, il y a pas de fournisseur parfait, d'accord? Il y a toujours des éléments qu'on peut améliorer et sur lesquels vous allez trouver une brèche, une faille pour positionner votre différence. Le fait qu'on n'a pas de besoin parce qu'on a des fournisseurs, on les a déjà, ça veut dire que vous travaillez sur le référencement de dans 3 à 6 mois. Ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser les éléments plus 2, moins 2 pour trouver peut-être des logiques d'avoir une opération. D'accord? Donc, sur le sujet de hyper satisfaite et qu'elle n'a pas le temps. OK. Alors, effectivement, donc déjà, vous savez quoi? Je suis pas magicien. Si quelqu'un vous dit je ne veux pas, je suis hyper content, je ne veux pas vous parler, on va avoir potentiellement du mal à aller plus loin. Toute l'idée, c'est de s'appuyer suite à la réponse de la personne sur un questionnement. Donc on appelle ça la technique de l'aïkido, le questionnement qui provoque donc l'intérêt de l'échange. D'accord? Ok, vous êtes satisfaite, vous êtes hyper satisfaite de quoi? À partir du moment où c'est vous qui questionnez avec un grand K, vous drivez l'entretien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Roosevelt ou Churchill qui a dit celui qui questionne dirige. Donc questionnez. Ah, hyper satisfaite de quoi? Ok. Pas le temps, je comprends. C'est pour ça que je vous propose 15 minutes. D'accord? Toujours être tourné vers un questionnement qui amène à finalement rentrer sur le sujet. À partir du moment où la personne vous répond, c'est qu'elle a commencé à ouvrir la porte. Même si elle répond qu'elle n'est pas intéressée. Ok? Donc je vais vous refaire un exemple. Je ne suis pas intéressé. Très bien, c'est la raison pour laquelle je souhaite avoir 15 minutes avec vous pour voir sur quoi il peut y avoir des points d'intérêt. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas écouté, mais comme elle m'a dit intéressé, j'utilise le mot intéressé. Donc la technique de l'aïkido, c'est de systématiquement utiliser les éléments fournis par la partie adverse pour les retourner comme étant un intérêt. J'ai pas le temps, mais c'est pour ça que je vais faire vite et qu'on va fixer ensemble 15 minutes sous des 2-3 semaines pour que ça vous prenne pas plus de temps. Donc vous allez systématiquement utiliser les éléments qui sont fournis pour que ça vous amène à un point d'échange. Ok? Et avec un peu de sourire, ça passera toujours mieux. Donc, ok, sur cette partie. Alors maintenant, question suivante. On continue les échanges. J'espère que vous prenez des notes et que vous vous dites, ok, j'ai compris et je vais le mettre en œuvre puisque c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Hein. C'est vraiment que ça vous aide concrètement. Donc n'hésitez pas à réagir et à vous dire, ok, on va là-dessus. Alors la standardiste, on va en parler de la standardiste. Voilà. Comment joindre des personnes en période de télétravail? Quand ils vous disent, par exemple, vous me répondrez par email, ou vous appelez le siège social de l'entreprise et vous avez un standard et on vous dit, les personnes ne sont pas là, elles sont en télétravail. Je laisse un peu un silence parce que toute la réponse est dans la photo. Qu'est-ce que les gens utilisent aujourd'hui pour téléphoner? Ils utilisent des téléphones fixes? Vous êtes encore beaucoup à avoir eu des téléphones fixes pour appeler? Bah non. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai plus de téléphone fixe. Hein. Moi j'ai ça là. Ça s'appelle un téléphone portable. Vous savez comment on fait pour joindre les personnes? On les appelle sur leur téléphone portable. Comment est-ce qu'on trouve les téléphones portables? Il y a plein de façons de les trouver. Il y a des outils. Alors, je vais en citer un, mais il y en a d'autres. Donc, l'outil Casper, K-A-S-P-R. Amarise a un téléphone fixe. Bravo. Donc, simplement pour dire, vous allez joindre les personnes sur le média qu'ils ont dans leur poche en permanence, d'accord? Même si c'est leur téléphone portable personnel, d'accord? Oui, il faut avoir le numéro, mais tout à fait. Pour avoir le numéro, il y a des outils qui permettent d'avoir leur téléphone portable. Donc, des outils, déjà, et alors, encore une fois, je ne suis pas magicien, donc on aura peut-être que 20 ou 30% des cas le numéro de téléphone portable. Mais
appeler le standard pour réussir à avoir quelqu'un qui peut-être est au bureau, qui en fait n'est pas au bureau parce qu'il est en télétravail, il faut effectivement être sur des outils. Donc Grégoire cite Lusha, qui est un outil qu'on a utilisé, qu'on utilise aussi. Casper avec KASPR, dans lequel il y a quand même Delphine 20% à 30% sur les secteurs d'activité dans Casper qui fournissent leur numéro. Et sachez qu'ils ont fourni leur numéro de manière consentie. C'est pas des outils qui vont faire des trucs qui sont pas compliant avec la RGPD. Et on peut tout à fait appeler sur le numéro de téléphone personnel. D'accord ? La seule chose, c'est que comme vous êtes élégant, que vous êtes bien éduqué et que vous allez appeler quelqu'un pour quelque chose qui a un intérêt pour lui, vous allez y mettre la forme. Donc, oui, beaucoup des téléphones perso. Et alors ? Moi, vous savez, j'ai plus de téléphone qui est différent entre perso et pro. Je dirige une société, j'ai mon téléphone, c'est le même. Donc, c'est les personnes qui réagissent en me disant « Mais comment ça, vous m'appelez sur mon téléphone personnel ?» vous allez lui dire, écoutez, oui, c'est le numéro que j'avais, je suis ravi de vous avoir. Et si ça vous dérange que je vous appelle à ce moment-là, à quel moment est-ce que je peux vous appeler et pouvez-vous me donner à ce moment-là le numéro qui convient et que vous préférez? Sachez qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des téléphones différents entre un téléphone perso et un téléphone pro. D'accord? Et même si c'est le cas, et même si vous vous appelez sur le perso, so what? Vous dites, écoutez, je suis désolé, c'est le numéro que j'avais. En tout cas, je suis ravi de vous avoir au téléphone. À quel moment est-ce que je peux vous rappeler qui vous arrange et sur un numéro que vous préférez? Si vous gérez ça avec la bonne forme, le bon ton et sans être vous-même gêné, la personne en face ne sera pas forcément gênée. Hein. Alors, la question, Caroline, tout à fait. La question est comment vous réagissez à comment avez-vous eu mon numéro de téléphone perso? Alors, c'est très simple. J'ai eu votre numéro de téléphone personnel, je ne savais pas qu'il était personnel, par des bases de données. Vous avez certainement dû assister à des salons professionnels ou renseigner votre téléphone sur des bases qui sont aujourd'hui des bases sur lesquelles les informations peuvent être partagées. Si vous préférez, je vous rappelle sur un numéro de téléphone professionnel. Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro pour qu'on puisse continuer cette conversation professionnelle sur le canal que vous préférez? D'accord? Simplement, vous voyez dans ma façon de le dire que tout part de votre assertivité et de votre certitude. Si vous-même êtes très gêné, la personne en face, elle va en profiter. Si vous êtes à l'aise avec ça et que vous êtes habitué, il n'y aura pas de problème. Sachez que chez Questio, on appelle des dirigeants, d'accord, 200 à 300 rendez-vous par mois avec l'équipe commerciale sur des téléphones portables de dirigeants. Et on a, 1 à 2 fois dans le mois, des gestions à faire dans lesquelles les personnes disent « Écoutez, ne m'appelez pas sur ce numéro et je souhaite que vous supprimiez ce numéro de votre liste. » Très bien, on va le faire, aucun problème, on va le supprimer. On va signaler aussi au prestataire qui vous a fourni vos coordonnées que vous ne souhaitez pas être appelé sur ce numéro. Est-ce que ça vous convient, monsieur? À quel moment est-ce que du coup on peut continuer notre conversation sur l'objet de mon appel? D'accord? Sachez que souvent le sujet du téléphone portable et des réactions au téléphone portable, ce sont des fausses barbes, puisque la plupart du temps, ils sont toute la journée sur leur téléphone portable. Donc c'est réellement une technique pour vous envoyer sur une réponse plutôt négative. Ok? Alors, donc là-dessus, est-ce que c'est OK? Donc oui, c'est difficile. Oui, il faut bosser la data pour avoir les numéros de téléphone portable. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette notion-là. Quand vous décidez de mener des opérations d'appel sortant, vous avez donc un fichier dans lequel vous avez des coordonnées et qui a été préparé par vous ou par quelqu'un dans votre entreprise pour que vous puissiez être en session d'appel. Si à chaque fois que vous faites une session d'appel, vous devez commencer par constituer le fichier d'appel, ça veut dire que votre performance et votre concentration sur les appels sortants va être très faible. Donc tout le but, c'est de séparer la partie « je m'organise », j'organise le fichier, j'organise la donnée, et la partie « j'appelle ». D'accord? On sera beaucoup plus efficace quand on est concentré sur l'un et sur l'autre, parce que c'est pas du tout la même énergie. L'énergie de la préparation, c'est du fichier, c'est de la donnée, c'est du travail avec des outils de type Casper ou Lusha ou d'autres pour aller chercher les données et constituer un fichier. D'accord? Idéalement, cette mission revient de plus en plus à un service marketing lead generation qui prépare les fichiers. Et puis vous êtes en action d'appel. Donc là, vous avez une session d'appel
c'est 2 heures d'appel pendant lequel vous allez avoir 20, 30, 40 appels sortants pendant cette heure d'appel. Si vous êtes en train de faire les deux à la fois, vous allez avoir des difficultés à être efficace. Je vais réagir à la question de Nicolas. Combien de temps faut-il se donner par jour sur les appels à froid? Le sujet est très simple. Vous faites ce qu'on appelle une remontée de pipeline. Vous avez besoin de signer combien d'affaires par mois ou par semaine? Pour signer ce nombre d'affaires, il faut que vous fassiez combien de devis ou de propositions? D'accord? Donc je crois que j'ai mis cette image quelque part, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est un petit peu le même sujet que cette question-là. Faites vos calculs de combien vous devez signer d'affaires, combien vous devez faire de devis, combien vous devez faire de rendez-vous téléphoniques, et du coup, combien vous devez faire d'appels. Le nombre d'appels à faire va vous donner le nombre d'appels aboutis, c'est-à-dire le nombre de personnes à avoir au téléphone, et donc le nombre d'appels total. Si vous voulez un ratio, si vous n'avez que ça à faire et que votre fichier est prêt, vous allez être sur 20 à 40 appels sortants par heure d'appel. Dans ces 20 à 40 appels sortants dans une heure d'appel, vous allez avoir 30-40% maximum d'appels aboutis, dans lesquels vous allez avoir la personne au téléphone. Sinon, vous allez être sur des appels de personnes non joignables à ce moment-là. Sur ces pourcentages-là, donc un peu moins de la moitié de gens au téléphone, le but, c'est que vous ayez un script qui vous permet d'être directement sur une demande de rendez-vous, d'accord, très rapidement, avec des points d'accroche, et vous allez avoir à peu près la moitié qui va vous répondre « OK » pour un rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'en une heure d'appel, j'ai 20 appels au total, et je vais avoir 1 à 2 rendez-vous obtenus lorsque je suis performant sur ma méthode. La performance sur la méthode, elle est sur le fichier, et elle est sur la technique. Non, Michel, c'est vraiment les chiffres des business développeurs. C'est 20 à 40 appels par heure. Pourquoi 20 à 40? Parce que si j'ai beaucoup d'appels aboutis, ce que je souhaite, je vais avoir un nombre d'appels par heure qui est moins élevé. Quand j'ai très peu d'appels aboutis, il faut que je continue à appeler pour avoir les personnes en ligne. D'accord? Donc c'est pour ça, Michel, que je suis plutôt sur 20 à 40. 40, c'est quand j'ai eu personne au téléphone, malheureusement, ou très peu, mais peut-être 3 appels aboutis. Et 20, c'est parce que j'ai eu 8, 10 appels aboutis qui m'ont permis d'obtenir des rendez-vous. OK? Donc, je vais reprendre maintenant ces éléments-là, parce que c'est hyper important, ce que je suis en train de vous dire, et je le dis même certainement un peu trop vite. Faut-il prospecter dans le dur sur sa cible, ou aller vers des prospects plus qualifiés, ayant montré leur intérêt sur notre sujet sur les réseaux sociaux? Pour moi, on est sur le même sujet. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, à considérer qu'il vaut mieux faire de l'appel de qualité plutôt que d'avoir des appels en volume, donc entre 20 et 40 tentatives, comme dit Fabien, mon collègue Fabien, 20 à 40 tentatives pour avoir des gens au téléphone. Alors, qualité contre quantité. Donc, il y a la tribu qualité et la tribu quantité. La tribu qualité, elle dit « Ouais, mais c'est n'importe quoi en 2021, appeler comme ça, des volumes pareils, alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour faire quelque chose de qualité, connaître les gens avant de les appeler. » Puis la tribu quantité qui dit « Ouais, mais en même temps, franchement, à quoi ça sert toute cette qualité ?» Alors, on va essayer d'arbitrer entre les deux tribus. La première chose, c'est que la qualité doit être la qualité du fichier, la qualité du ciblage, la qualité des interlocuteurs que vous allez appeler. Faire aujourd'hui de la qualité en manuel pour aller se balader sur le site internet, sur le profil LinkedIn, sur Googleiser la personne, en gros, passer 10 minutes pour un appel, ça, c'est pas de la qualité, ça. Ça, c'est de l'artisanat. Aujourd'hui, la qualité, c'est la qualité du fichier qui permet, lorsqu'on appelle, d'être sur un niveau de qualité de la donnée. Ce qui fait que je vais pouvoir appeler en volume sur des cibles de qualité. D'accord? Par contre, quand vous êtes en mode « Ouais, mais bon, c'est important que je connaisse la personne avant de l'appeler, parce que c'est important de savoir ce qu'elle a fait avant, et puis de voir sur le site internet de son entreprise. » Je suis désolé, je suis aussi là pour vous dire des choses qui vous font changer. Vous racontez des histoires. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute cette info pour obtenir un rendez-vous téléphonique de 15 à 20 minutes pour faire connaissance, puisque de toute façon, il y a des choses que vous allez savoir par le rendez-vous. D'accord?
Alors, le sujet sur le fait que la personne aurait montré un intérêt avant. Je voudrais revenir sur cette notion-là. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, il va être dans une phase d'intérêt. Il est soit absolument pas conscient qu'il y a un intérêt pour le produit ou service que vous proposez, ou alors, je reviendrai sur le sujet des fournisseurs de fichiers, ou alors il est en train de considérer des solutions. Donc, je vais vous prendre un exemple. Phase de prise de conscience, je vais sur Google et je mets perdre du poids. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne suis absolument pas concerné, mais perdre du poids. Donc, si je mets perdre du poids sur Google, c'est que je commence à prendre conscience qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Okay ? Deuxième étape, je regarde sur Google, je regarde les retours et je vois qu'il y a des solutions qui sont par exemple par le sport. Donc, je commence à considérer, donc dans la prise de conscience, je suis en train de prendre conscience d'un problème. La phase considération, je suis en train de considérer des solutions. D'accord ? Donc, je regarde dans les solutions qui sont possibles autour du sport. Puis, au bout d'un moment, je me rends compte que ce qui est vraiment bien, c'est de prendre un coach sportif. Donc là, je suis en train de comparer, du coup, et d'aller vers un achat, et je compare les coachs, lieu géographique, CV, prix. Et donc là, je suis en phase d'achat. Puis enfin, il y a la phase d'usage. Quand vous rentrez en contact avec un prospect, est-ce que vous savez à quelle phase il est ? Sans lui avoir parlé. Est-ce que vous savez s'il est en phase de prise de conscience, en phase de considération ou en phase d'achat ? Quand vous voyez sur LinkedIn qui réagit à des commentaires et qui s'exprime par rapport à des éléments et qui souligne un intérêt, est-ce que c'est un intérêt où il est en phase de prise de conscience ? Il se dit « Ah ouais, tiens, c'est vrai quand même que ce serait peut-être bien que je travaille sur l'amélioration de mon patrimoine. » Ou est-ce qu'il est en train de considérer des solutions pour placer son argent ? Ou est-ce qu'il est en train de vérifier que le pourcentage qu'on lui demande pour placer son argent est le bon ? On ne sait pas. Donc, si je reprends la question posée, faut-il prospecter dans le dur sur sa cible ou aller vers des prospects plus qualifiés, ayant montré leur intérêt sur notre sujet, sur les réseaux sociaux par exemple ? Un intérêt sur les réseaux sociaux est une piste intéressante. Ça peut justifier de prendre contact. On est complètement d'accord. Par contre, ça n'enlève absolument pas le fait d'avoir aussi de l'appel, de l'emailing et de l'appel dans le dur, d'accord, en direct, parce que vous allez capter des personnes qui sont peut-être tout simplement au début, en prise de conscience, et qui ne savent pas encore que ce que vous proposez pourrait avoir intérêt pour eux. Et le job commercial, c'est quand même bien de générer des intérêts. C'est pas de détecter et découvrir des besoins. La détection de besoins, la découverte de besoins, c'est un mot qui était utilisé dans les années 80. En 2021, on n'a besoin de rien, on a tout. Donc, comme on a besoin de rien et qu'on a tout, le job commercial, c'est de générer de l'intérêt. D'accord ? C'est pour ça qu'on va être beaucoup plus en prise de contact pour aller chercher de la stimulation d'intérêt. Et pour aller chercher la stimulation d'intérêt, on va chercher à obtenir un rendez-vous, 15-20 minutes, au téléphone, qui permet de prendre connaissance, de prendre contact et d'avoir un échange ensemble. Et dans cet échange, avec 2-3 questions, avec un grand cas, on va du coup avoir des éléments qui va amener la personne à me dire « Ah tiens, ouais, peut-être. Ah tiens, ouais, pourquoi pas. » Ok ? Alors, comment contourner la réponse ? Nous avons d'autres priorités que de modifier la structure en place jusqu'à la fin 2021. Alors, je voudrais aborder un truc. Il y a des éléments de langage que vous avez utilisés en 2019 qui sont complètement datés, qui sont obsolètes, qui ne correspondent plus à la réalité 2021. L'échelle de finalité que vous avez utilisée jusqu'à maintenant, elle doit être revue. On a des clients, j'ai des clients qu'on accompagne et qui sont sur le bien-être en entreprise. Est-ce que vous croyez qu'en ce moment, on obtient beaucoup de rendez-vous en disant qu'on travaille sur le bien-être en entreprise ? Un petit peu. Mais beaucoup moins que quand on travaille sur la performance et la motivation, la remobilisation des équipes, parce que c'est ça le sujet en ce moment. Donc, quand je lis « Nous avons d'autres priorités que de modifier la structure en place jusqu'en 2021 », pour moi, la personne qui vous répond ça, c'est veut dire que dans les éléments de langage que vous avez utilisés, vous étiez sur des éléments de langage qui ne correspondent plus à ce qu'il veut entendre aujourd'hui. Donc, il faut changer vos éléments de langage, les mots que vous avez utilisés, et que vous soyez sur la bonne finalité qui correspond à ce qu'il est prêt à entendre aujourd'hui. Clairement, personne ne va changer aujourd'hui, va faire un projet de refonte
structurelle ou de remise en place de toute une organisation, alors qu'en ce moment, on est en train de se focaliser sur déjà comment continuer, comment être dans la continuité et la pérennité des activités, comment faire en sorte qu'on travaille bien ensemble en situation de télétravail, par exemple. Donc, les mots utilisés, les points d'appui, l'accroche que vous allez utiliser dans votre prise de rendez-vous doit correspondre à des mots qui correspondent à ce qu'ils sont prêts à vivre aujourd'hui. D'accord ? Donc, pareil, Nadia cite les secteurs des loisirs quand le site est fermé. Oui, les sites sont fermés, mais je peux vous dire que dans le loisir en ce moment, il y a énormément d'intérêt, de travaux, de fond. Modification logicielle, réflexion sur l'organisation, vision à 5 ans. Donc, il y a plein de travaux en cours parce qu'ils ont que ça à faire. Donc, pour le coup, des choses très opérationnelles, ils le font moins, mais des choses très structurelles, de réflexion de fond, ils les mènent en ce moment. Donc, posez-vous la question de quels sont les éléments de langage dans votre script à adapter, à changer pour que ça colle à la réalité 2021. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre en ce moment ? Ils sont prêts à entendre retour sur investissement, d'accord, et pas dépenses. Ils sont prêts à entendre des finalités qui sont très pragmatiques. Donc, dans l'échelle, les besoins de la pyramide de Maslow, là, sur les besoins primaires, oui, certes, on est vraiment redescendu sur des besoins un peu plus pratico-pratiques, quoi. C'est clair. OK ? Alors, comment on fait quand un prospect vous dit qu'ils sont surbookés, qu'ils sont focalisés sur l'urgence ? Pareil, Aikido. En quoi je pourrais vous aider à gagner du temps ? Comment est-ce que je pourrais vous aider à économiser ou gagner du temps ? Je vois que vous êtes débordé. Vous savez, on a des solutions, on a des approches qui permettent de vous aider vraiment à gagner du temps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, mon produit, jamais il aide à gagner du temps. Sachez que tout aide à gagner du temps. Réfléchissez et vous trouverez que dans votre solution, dans votre produit, ça permet de gagner du temps. Il faut juste faire le lien entre gain de temps et ce que votre solution, votre produit fournit. Et si vous avez un produit sur lequel vous ne voyez pas en quoi ça fait gagner du temps, je relève le challenge, je prends un risque, de vous mettez dans le fil votre produit et puis on voit s'il y a des idées. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire un lien. Tout ce que l'on fait gagner du temps. Pourquoi ? Parce que le rapport au temps, c'est très subjectif. Et donc, vous verrez que, clairement, ce que je suis en train de faire là, vous fait gagner du temps. Vous en prenez, mais ça va vous faire gagner du temps par la suite. C'est la même chose. On peut toujours jouer sur les effets de temps. Donc, tout ce qui est autour de surbooker, je suis sur l'urgence. Du coup, si vous êtes sur l'urgence, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez certainement pas le temps de faire et qui sont importantes. Ce que je vous propose vous permet de gagner du temps. Est-ce qu'on pourrait prendre au moins 15 minutes pour en parler ? OK ? Et puis, pareil, petit conseil de synchronisation. Quelqu'un qui parle vite, parlez vite. Mettez-vous dans un rythme. Si vous appelez des personnes pressées, parlez super vite. D'accord ? Je vois défiler un certain nombre de questions. Ouais, super. Donc là, je vais être sur vos autres questions. Donc, je vais remonter le fil et on va traverser rapidement, avant vos notes. Donc, Séverine disait, le plus compliqué aujourd'hui est de trouver des adresses mail ou des lignes directes, car les standards sont injoignables ou en barrage. Donc, tout ce qui est adresse mail, constitution de fichiers, si votre cible est en B2B, globalement, LinkedIn, avec LinkedIn Sales Navigator, fait bien le job. Okay ? Après, vous avez d'autres types de fournisseurs de fichiers. On va citer Corporama, mais on peut en citer d'autres. Et puis, vous avez des outils qui enrichissent la donnée et qui ont fait des travaux de recherche. Donc, je peux citer, je vais mettre ici quelques exemples dans les solutions qu'on utilise. Donc, Sparklane, qui vous fournit des données régulièrement. Casper, qui permet d'enrichir. D'accord ? Lucha, que vous avez cité. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, enrichir un fichier, c'est devenu un job full-time. Quand on est sur 3, 4, 5 commerciaux, quand on a une équipe complète, c'est vraiment un job qui doit être réfléchi pour un ensemble d'une organisation. Si vous êtes tout seul dans votre activité, ou si pour l'instant, c'est vous qui devez enrichir vos fichiers, regardez ce qui est possible au niveau de ces solutions pour aller, je dirais, enrichir vos fichiers pour appeler. Alors, je regarde d'autres questions. Que faire quand la personne nous dit qu'elle est hyper satisfaite et qu'elle n'a pas le temps ? Donc ça, je l'avais évoqué. Il arrive souvent que l'interlocuteur demande à la standardiste de dire qu'elle n'est pas intéressée. OK. Alors, le barrage de la standardiste. Le barrage de la standardiste, il est assez simple. Vous allez être sur des
sur des approches statutaires. L'approche statutaire, c'est quoi? C'est que quand vous appelez, il faut considérer que vous connaissez déjà la personne et que donc vous la rappelez. Donc mettez-vous dans un état d'esprit que vous êtes en train de la rappeler. Oui, bonjour, Fabien Conseil, Société Question. Je rappelle Maryse, j'aurais souhaité la voir au téléphone, elle m'a dit de la rappeler. Ok? Donc, certes, vous allez me dire, waouh, c'est pas bien, c'est pas vrai. Bah oui, mais bon, en même temps, chacun son job. Donc, elle non plus, c'est pas vrai. Qu'elle n'est pas intéressée, c'est faux, parce qu'elle sait même pas ce que je veux proposer. Donc, elle peut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, alors qu'elle sait pas ce que je propose. Donc, jouer sur les effets statutaires. Jouer sur les effets, elle m'avait dit de la rappeler, je la rappelle comme convenu, à la date qu'elle m'a définie. D'accord? Alors, combien de temps faut-il se donner par jour? Donc là, Nicolas, j'avais évoqué le temps par jour. Il faut calculer globalement le nombre de rendez-vous que vous voulez obtenir. Et par rapport au nombre de rendez-vous que vous voulez obtenir, vous prenez à peu près, pour un fichier bien constitué, 1 heure égale 20 appels. Et en 1 heure, on peut obtenir entre 0,5 et 2 rendez-vous. Ça dépend de la cible. Et si vous avez le bon script. D'accord? Donc Michel a réagi sur le nombre d'appels. Je crois que je l'ai traité. Fabien a effectivement confirmé mes propos. Sur quel créneau horaire est-il préférable d'appeler? Ah, alors Nicolas, sur les créneaux horaires, j'aurais tendance à dire déjà que tout est modifié en ce moment. Donc, j'ai pas de réponse hyper affirmative. Ce dont on se rend compte, c'est qu'avec le télétravail, les personnes sont en réalité, à partir du moment où on a leurs coordonnées, plus facilement joignables. Ils enchaînent les réunions, mais ils ont des temps de pause qui sont entre les sessions de télétravail qui sont plus importants. Donc, parce qu'ils ont des travaux qu'ils faisaient d'habitude au bureau et dans lesquels ils étaient en discussion informelle. Donc, nous, on s'est rendu compte que finalement, il y avait effectivement des notions de jours qui restent vraies, plutôt mardi et jeudi et pas le lundi. Mais sinon, dans la journée, les créneaux horaires sont beaucoup plus ouverts. Denis, si la personne n'a jamais entendu parler de nous, est-ce que nous avons une chance de transformer? Bah oui, bien sûr, quelque chose d'inconnu et quelque chose à faire découvrir. Donc, dans votre script, vous allez vous appuyer sur une accroche, comme quoi vous avez quelque chose d'innovant, unique, qui a déjà été validé dans des présentations par plus de 200 personnes et que vous souhaitez absolument leur faire découvrir. D'accord? Donc, jouez sur le levier de l'innovation, de la nouveauté, de l'unique, lorsque ce n'est pas connu. Okay? Trouvez le biais cognitif qui va intéresser ou attirer la personne. Maryse, comment contourner la restriction des budgets dans certains secteurs? Alors, il y a beaucoup de décisions d'achat en B2B qui ne s'appuient sur aucun budget. Le budget se crée, le budget se constitue, sauf si vous êtes sur des achats de pièces mécaniques, bien entendu. Mais globalement, il y a pas mal de budgets qui sont en réalité des budgets qui viennent en réaction à une situation, qui est soit une situation d'urgence, soit une situation d'intérêt. Donc, ne considérez pas forcément réduction des budgets égale moins pour vous. Ok? Et puis, pour le coup, réduction des budgets égale peut-être moins d'achats, mais peut-être pas forcément moins d'achats pour vous. Vous pouvez être aussi une solution alternative. D'accord? Donc là, je sais que je fais une réponse un peu rapide, mais il faut trouver dans votre solution quels éléments d'accroche peuvent prouver à votre interlocuteur qu'il y a un intérêt par rapport à votre solution plutôt qu'à des solutions alternatives. Ok? Croire en ce que l'on vend est une base, ouais, c'est clair. Tout à fait. Outil Hunter, ouais, tout à fait. Hunter aussi, qui est un peu plus sur des données anglophones, anglicisées. Je travaille dans un organisme de formation en transport logistique. Je ne vois pas comment faire gagner du temps à mes clients prospects. Ok, Elisabeth. La formation permet d'améliorer les compétences. L'amélioration des compétences permet à quelqu'un d'être plus productif et d'être plus performant. L'amélioration de la performance par les compétences fait gagner du temps. Est-ce que ça vous va? Les jours où il ne faut surtout pas appeler. Michel, moi j'aurais dit, on disait souvent que le lundi est une journée qui est très fréquente pour les réunions internes. J'ai eu un échange cette semaine avec Jérémy, je ne sais pas si Jérémy est avec nous en ce moment, qui appelait le vendredi après-midi et il arrivait comme ça à avoir des personnes un peu plus détendues. Donc moi j'aurais juste tendance à dire que le lundi matin n'est pas forcément un super créneau. Le télétravail plutôt le matin, ouais, des personnes, ça dépend des postes et des profils.
mais effectivement, on dit souvent que le matin peut être un moment de disponibilité plus forte. Comme dit Fabien, les créneaux, c'est aussi de tester, d'essayer. Il n'y a pas de, je dirais que il y a pas de mauvais créneaux. On parle souvent de Hello Jérémy. Donc on parle souvent du mercredi, parce que ça vient un peu de l'histoire, la culture française avec les RTT et le mercredi qui est pris pour les enfants. Bon, peut-être. Encore une fois, ça dépend de du persona, de l'audience à qui vous adressez. Il est absolument pas certain que le sujet du mercredi soit votre cas. D'accord ? Le sujet du lundi matin ou du lundi pour les réunions, c'est quand même très fréquent. Et puis, moi, je dirais, faites un peu par effet miroir. Quand est-ce que vous avez des réunions et dans votre secteur d'activité, est-ce qu'effectivement vous observez que c'est souvent un temps de coordination ? Ok ? Et après, moi, on aime bien dire chez Questio les frontières. Donc les 11h, 11h30, midi et demi, les 13h, 13h30, 14h, les 18h, 18h30, 19h, d'accord ? Les 8h, 8h30, 9h. Donc les frontières, les bords de créneaux horaires sont vraiment importants. Et pour ce qui est de l'état d'esprit, puisque Caroline réagit par rapport à ça, ce qui est certain, c'est que quand vous allez faire une session d'appel en volume, vous allez donc avoir la possibilité vous allez vous préparer. Vous allez être dans un état d'esprit qui vous amène à être hyper actif, d'accord ? À être souriant, à être convaincu. Et une chose à éviter, comme ça vous obtiendrez beaucoup plus de résultats, ne faites pas le rendez-vous découverte, donc le rendez-vous complet, au moment où vous allez prendre un rendez-vous. D'accord ? Je tape à la porte, la personne m'ouvre, puis je rentre. Ça vous paraît normal. Vous n'avez pas défoncé la porte pour rentrer dans le salon de quelqu'un. Donc, au moment où vous vous appelez, vous êtes juste en train de cogner sur la porte pour demander à la personne si elle est OK que vous rentriez chez elle. Donc, quand vous essayez de faire en une fois et la prise de rendez-vous et le rendez-vous, vous êtes en train de rentrer dans le salon à fond les ballons pour essayer de discuter avec la personne. Donc, c'est un peu une agression. Donc, on va d'abord avoir une approche dans laquelle on convient d'un temps d'échange et dans un deuxième temps, on va avoir cet échange. Alors, Fabien, tu me poses une question. Crois-tu à la prospection directe sur LinkedIn via les messages, y compris auprès de contacts directs ? Alors, de plus en plus. La première chose, c'est que par rapport à votre volume de rendez-vous, vous allez avoir différents canaux. Si vous utilisez LinkedIn et notamment les messages sur LinkedIn pour obtenir des rendez-vous, il faut que votre message soit court, qu'il soit vraiment tourné vers un intérêt, c'est-à-dire que la personne voit dans ce que vous allez écrire qu'il y a un intérêt, et vous lui proposez un échange de 15 à 20 minutes. Ne le faites pas avec une personne qui vient juste de rentrer dans votre réseau. Vous avez une première partie qui est de faire rentrer les personnes dans votre réseau et de rentrer dans leur réseau. Vous allez avoir une partie qui peut être de leur donner des choses, de leur donner des informations, de commenter, de leur dire « vous avez peut-être vu passer telle information pour être intéressante ». Donc, on parle de nourrir son réseau. Et puis, à un moment donné, vous pouvez avoir effectivement j'ai vu que vous étiez sur tel type d'activité et il se trouve que j'ai des clients qui font la même activité que vous. J'aurais vraiment aimé en discuter avec vous 15 minutes. Vous pouvez tout à fait utiliser ça. Pour ce qui est des messages vocaux enregistrés sur LinkedIn, j'ai jamais essayé, jamais vu, donc à tester. Par contre, ce qui est très intéressant à utiliser, c'est un outil qui permet de laisser des messages vocaux. C'est-à-dire que vous appelez et vous savez que par ces outils, vous allez tomber directement sur la messagerie vocale. Et là, les techniques, quand vous utilisez la messagerie vocale en appel, c'est vraiment du type oui, bonjour Samuel, Fabien Contet, je vous appelle suite à des échanges que j'ai eus à votre sujet. Est-ce que vous pourriez me rappeler à tel numéro ? Vous laissez très peu d'infos et vous demandez à la personne de vous rappeler. D'accord ? Ça vous met en posture où la personne va vous rappeler. Si vous essayez, si vous laissez un message et que le message que vous laissez, c'est oui, bonjour, je m'appelle Fabien Contet, j'aurais souhaité vous contacter pour vous parler un petit peu de la solution Questio. Écoutez, j'essaierai de vous rappeler. C'est mort, la personne, jamais elle vous rappelle. Donc, quand vous laissez des messages, vous devez provoquer une réaction. Et la réaction peut être du type oui, Fabien Contet, Questio. Je vous laisse ce message. Écoutez, n'hésitez pas à me rappeler. J'ai deux points que je voulais voir avec vous, notamment par rapport à votre société. Écoutez, rappelez-moi demain ou après-demain, idéalement. Merci. Affirmez de la certitude dans votre façon d'exprimer les choses et créer une tension, une aspérité, quelque chose qui fait que la personne va se dire « Waouh, il m'a dit, il a deux choses à me dire sur ma société.
Ça donne envie de savoir. D'accord? Alors, l'utilisation des liens Calendly, l'utilisation des liens URL, puisque je vois Fabien qui en parle, vous pouvez essayer, vous pouvez le mettre, ça peut fonctionner. Moi, je pense qu'il ne faut pas parier que là-dessus. Je suis assez perplexe par les commerciaux qui ne proposent que ça. Genre, oui, bonjour Fabien, j'ai vu que vous étiez dans le même domaine d'activité que moi, voici mon lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Mais ça, mais jamais de la vie, je clique dessus. D'accord? Donc, laissez des options. Je vous laisse mon lien. Ou est-ce que vous préférez un créneau plutôt donc, laissez des options à la personne. Ne faites pas qu'une approche par je vous ai appelé et voilà mon lien. D'accord? Alors, il nous reste 3 minutes. Quel rythme de poste pour légitimer son expertise via LinkedIn, Barbara? C'est surtout pas que des posts. Il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir des likes et il peut y avoir des posts. C'est plutôt que la quantité. Il vaut mieux avoir un article ou une publication une fois par mois qui soit de bon niveau et sur lequel vous rebondissez avec un point de vue ou avec un apport qui a de la valeur. D'accord? Surtout si vous le faites par vos moyens, par vos propres moyens. Si vous le faites au niveau de l'entreprise, nous, on l'a vu pour l'avoir testé quelques temps, on avait un article par semaine, c'était presque trop. Donc, on était après sur plutôt des logiques de 1 toutes les 2 semaines, avec quasiment les mêmes résultats, parce que entre les likes, les commentaires, le rebond et l'auto-promotion qu'on va faire autour de ce post, on s'est rendu compte que 2 semaines étaient, pour nous en tout cas, déjà suffisant. Je ne dis pas que c'est applicable dans tous les domaines, mais je vous donne mon retour d'expérience là-dessus. Demandez aussi à nos bons clients de nous transmettre des contacts. Ouais, tout à fait, j'en ai pas parlé. Vous avez plein de canaux dans la prospection. Donc effectivement, le meilleur client étant celui qui vient par recommandation, vous pouvez vraiment avoir des logiques de demander des recommandations. Et donc ça, c'est un acte permanent. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on demande une recommandation à un client. On demande une recommandation à un client juste après qu'il ait pris votre service, juste après avoir signé. Il est content d'avoir acheté. Il n'a pas encore consommé, il ne sait pas encore ce que ça va donner, mais je vous assure qu'à ce moment-là, il va vous faire un retour parce qu'il est content d'avoir sélectionné votre produit. Et donc, c'est à ce moment-là, une semaine après, que vous allez lui demander, d'accord, d'avoir une action vis-à-vis de vous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Michel. Et écoutez, vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec vous, de vous donner un maximum de techniques pour que vraiment ça puisse vous aider. Très bonne soirée à vous. Il est 18h33. Vous pouvez encore appeler. Vous pouvez encore obtenir des rendez-vous à 18h33. Donc bon courage. Et puis Stanislas qui cherche un commercial. Alors on peut en reparler. On peut peut-être voir comment diffuser ces informations. Get Talent fait partie des offres sur lesquelles on vous aide à trouver un commercial sans utiliser les services potentiellement d'une agence, sauf si vous voulez vraiment en recruter beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, c'est effectivement des piqûres de rappel, mais c'est vraiment un grand plaisir pour ceux qui ont déjà entendu. Ça vous met dans une dynamique aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir Christophe. Avec grand plaisir. 18h34. Bon, moi, je vous quitte. J'ai des appels à passer. À bientôt. Bye. Salut à tous.